Chadracom TV. Prie de me donner quelques instants pour échanger avec les jeunes. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. D'entrée de jeu, je note que je suis très heureux d'échanger avec vous dans ces magnifiques cadres autour de ma proposition de loi qui porte sur la modification du code de la famille. Est-ce que le son est clair? Non, parce que même moi, à côté de vous, ça va pas. Est-ce qu'on peut faire simple? Alors, je pense me lever et échanger avec vous, ça va? Bien, très bien. D'adéquation et de juxtaposition. C'est-à-dire c'est une proposition de loi parce que le droit a pour fonction la régulation. C'est une proposition de loi qui vient réguler des éléments et des déviations constatées depuis la promulgation du Code de la famille du 1er août 1987. Et il y a beaucoup de gens qui s'invitent au débat sans qu'ils soient juridiquement et techniquement armés. Ils viennent au débat avec des prérequis faussés, avec des a priori gauches. Et ce qui fait que on ne se comprend pas. Remarquez, depuis que j'ai commencé ce débat, scientifiquement, personne ne m'a encore ébranlé. Les arguments qui sont avancés, ce sont des arguments de facilité. Et je l'ai fait intentionnellement comme scientifique. Toutes les filles de RDC, ou la plupart, sont tombées dans ces pièges de facilité. Et voilà, elles se sont tous enfermées dans la sclérose. Les interprétations faites ont été pour l'essentiel hémiplégiques. Ma proposition de loi renferme beaucoup d'innovations. Mondo en lingala. De sorte qu'on puisse vérifier si elle était à la base de la mort de son défunt mari. 2 jours plus tard, la femme a commencé à saigner. Elle avait des crises de respiration. Elle a souffert dans sa chair. Parce que la coutume lui imposait ses comportements. Et finalement, le 3e jour, mort s'en était suivi. Et après autopsie, il s'est révélé que cet arsenic, en réalité, c'était des toxiques nuisibles. Et la femme est décédée. Je suis aussi pasteur, homme d'église. Quand je dis des choses, je suis professeur, je sais de quoi je parle. La femme est morte. Les enfants étaient déguerpis de la maison. Les enfants ont été renvoyés à la belle étoile. Mais ma proposition de loi vient extirper la femme de ces pratiques post-mortem qui annihilent la dignité de la femme et qui la réduit en une pauvresse. Est-ce pas une innovation pour vous les femmes? Et les grandes, parce que dans l'ancienne législation, je vais pas entrer à beaucoup d'innovations. Les législateurs de 87, beaucoup n'étaient pas encore nés. Le conseil des familles comme administrateur des biens de la succession après la mort des papas. Jusqu'à ce que le partage soit clairement et totalement opéré. Mais à Kinshasa, il y a beaucoup d'abus sur cette question, de sorte qu'il y a des familles qui ont connu 7-6 liquidateurs. Je suis avocat d'une succession qui querelle une concession ici à Gombe. Je vous apprends qu'il y a des morts. Pendant qu'on parle, vous et moi, il y a des enfants ici de lits différents qui se sont entréquisés devant les tribunaux et il y en a certains même de la fratrie qui se retrouvent en prison. Pourquoi ça?
Alors, ma proposition vient réguler cette question liée à la succession. Vous avez entendu parler de beaucoup de propositions de loi sur le travail, sur je ne sais quoi. Mais regardez, lorsqu'on a touché à la famille, l'engouement a dépassé les limites. Même dans le marché, vous discutez de ça, oui ou non? Oui. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui commentent sur ma proposition de loi. Mais voici, je suis là. Ok. Comment vous pouvez critiquer ma proposition de loi sans m'avoir entendu? C'est méchant. Comment vous pouvez refuser ma proposition de loi sans m'avoir, ne serait-ce que lu en diagonale, même par semblant? Entre-temps, cette proposition de loi, elle est bénéfique surtout pour les femmes que les hommes. Alors les femmes, ça donne à la facilité d'entendre ce qui se dit dans la rue. Bokiti prie. Et elle se fâche. Député Assouna suit. Bon, je suis là. Il y en a même qui m'ont posé la question. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu t'en sortiras? Ali Fatik, ça c'est un germois des dames, des grandes dames. Est-ce que tu t'en sortiras? J'ai dit, je suis conscient de ce que j'ai fait. Je suis rapporteur de la commission PAJ, la principale commission de l'Assemblée nationale. Donc c'est nous qui faisons le toilettage de toutes les lois. La proposition de Tundou, là, c'est moi qui ai écrit l'exposé émotif. Alors, comment moi, je peux corriger les textes, professeur de mon état, et déposer un chiffon de papier qui a vocation à réduire la valeur de la femme? C'est insensé. Deuxième innovation. Il y a beaucoup d'innovations. Hein. Je vais m'arrêter à 3 innovations et puis je vais entrer dans la matière que vous entendez. Deuxième innovation. Cette proposition de loi fait renaître le droit international privé. En 2016, lorsqu'on a révisé le code de la famille, le législateur par inadvertance a abrogé l'article 915 qui faisait référence au code civil ancien, livre premier à son titre 2. Ce titre 2 fixait les droits des personnes étrangères ou des personnes avec éléments d'extranéité. C'est-à-dire un sujet congolais. Vous m'entendez? Vous vous mariez à une Angolaise en Afrique du Sud. Vous divorcez aux États-Unis d'Amérique. Quel est le droit qui est applicable? Ah, c'est un problème. Alors cette proposition de loi vient répondre à cette problématique. Elle ressuscite le droit international privé. Mais en même temps, elle axiomatise et sophistique le droit privé à la hauteur du droit international. Attendez, on ne peut pas avoir des investisseurs ici s'ils n'ont pas les droits civils. Nous voyageons. Récemment, j'ai été à Paris. On me l'a dit. J'ai été à New York. On me l'a dit. Même à Washington, on me l'a dit. Même ici à Djobourg, que nous ne savons pas venir depuis 2016 investir chez vous parce que nos droits civils ont été brocardés. Le droit international privé n'a plus de soubassement commun. À travers cette proposition de loi, nous allons petit à petit participer à la résurgence du droit international privé. Est-ce pas une innovation? La grande innovation en faveur de la femme, la fixation de la résidence. Vous vous êtes battu, non, des années pour obtenir la pleine capacitation de la femme. Hier, la femme mariée pour exercer le commerce, elle devait obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Et pourtant, la femme a une valeur inestimable. Il y a des femmes qui sont plus valeureuses que les hommes. Mais comment se fait-il que dans un lien matrimonial, que l'on puisse subordonner l'exercice qui négocie à la femme à l'autorisation préalable? Cette question a été réglée en 2016. Mais une question qui est demeurée entière, qui a laissé une disposition handicapante. C'est la question de la fixation de la résidence. Le code de la famille dit ceci, que c'est l'homme qui fixe la résidence familiale. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari, oui ou non? Oui ou non? Alors, ma proposition de loi vous accorde la possibilité de même marié de fixer. Ma proposition vous donne la possibilité de fixer la résidence. À condition que vous ayez un salaire hyper pondéré, puisque c'est celui de votre mari. Et il va falloir que ce salaire-là soit attesté. Je vais vous donner un exemple rapidement pour passer à la question que vous attendez.
En 2006, dans un parti appelé Palou, il y a une femme qui s'est fait élire comme ça, grâce à la main de l'Éternel. Les gens qui connaissent Kikwiti au village, Kikwiti, Kikwide, ils en savent quelque chose. Vers les érosions du Grand Bandundu, la femme y vivait avec son mari. Ils étaient tous de pauvres enseignants. Ils copartageaient les mêmes intérêts et préparaient ensemble les leçons. À l'époque, Gizenga avait une considération démiurge dans les grands Bandundu. Autant aujourd'hui que Tshisekedi est là, dans les grands Kasaï. Il suffit d'être sur la liste de l'IDPS pour être élu. Autant à l'époque, il suffisait d'être sur la liste de Palou. On ne sait pas comment la femme s'est retrouvée sur la liste de Palou. Elle a été élue députée nationale. Et l'homme a dit que il ne pouvait pas suivre sa femme à Kinshasa parce que c'était irrespectueux pour l'homme de suivre sa femme. Est-ce que c'est sérieux? Je ne pense pas. Et puis finalement, après quelques années, cette femme est devenue première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas citer son nom. Et lorsqu'elle est devenue première vice-présidente de l'Assemblée nationale, les mariages, sans qu'on ait saisi même les juges, s'est dissous. Juridiquement, on ne peut pas dissoudre les mariages par voie de désintéressement. Mais je l'ai dit par commodité de langage que le mariage s'est dissous. Parce que l'homme n'a pas supporté l'élévation de la femme. Doit-on continuer dans cette logique-là où la femme est totalement subordonnée à l'homme dans le choix et la fixation de la résidence, même s'il est établi que la femme a une position de fortune beaucoup plus élevée que celle de son mari? Je ne pense pas. Imaginez que vous soyez mariés, mesdames, et que l'on vous mette à Paris. Et l'homme est sentinelle ici à Kinshasa. Par tétitesse, parce qu'il est sentinelle, l'homme ne souhaite pas que vous alliez vous installer à Paris parce que le code de la famille ne vous autorise pas. Est-ce pas une disposition handicapante? Parce qu'on élabore la loi non pas simplement en fonction des époux, mais dans l'intérêt supérieur des enfants. Sur des fiançailles. Plusieurs d'entre nous sont fiancés ici. Et je pense que la plupart des femmes qui sont ici sont fiancées. Dans le vrai comme dans le faux. Plusieurs sont fiancés. Les fiançailles, dans l'ancienne législation, étaient considérées comme étant une simple promesse de mariage qui n'obligeait pas les fiancés à contracter mariage. Ce qui a fait que depuis 87, 34 ans durant, la République a enregistré beaucoup d'abus du genre fiançailles à durée indéterminée, où l'homme s'engage avec une fille d'autrui, il fait passer 15 ans de vie à cette fille. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de telles fiançailles. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique-là? Il faut solennaliser les fiançailles. Il y a même des hommes qui se sont présentés 7 fois dans 7 familles différentes. Parce qu'ayant rencontré une résistance de la fille, pour l'avoir facilement, il faut donner l'impression d'avoir déposé une enveloppe à la belle famille et bénéficier des faveurs sexuelles et s'en tirer. On connaît des cas comme ça, oui ou non? Des hommes qui se sont organisés à baratiner les filles, plusieurs filles alors, lorsqu'ils ont rencontré des résistances, ils ont cherché, non pas leur propre père et mère, mais ils ont cherché des vieux du quartier qui les ont accompagnés comme père et mère. Et ils sont allés s'aventurer dans des familles d'autrui. Après avoir défloré la fille d'autrui, ils ont pris la poudre d'escampette. Est-ce que de telles pratiques doivent continuer? C'est comme ça que nous avons limité les fiançailles à une année. Une seule fois, renouvelable. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez?
m'entendez? Il constate que tu as une moralité relâchée. Il a le droit de sortir le juge au point d'obtenir rupture. Alors quel est le sort? Ça c'est pas moi, c'est le code de Fontaine 87. Quel est le sort que le code réserve aux biens, aux cadeaux, n'est-ce pas, octroyés pendant la période de fiançailles. La loi dit ceci par principe, ces cadeaux sont non restituables. Par principe non restituables. Sauf si la coutume l'exige. Mais il y a aussi une autre exception. Les cadeaux peuvent être restitués s'il a été déterminant pour la célébration du mariage. C'est-à-dire une fille qui dit, avant de m'épouser, fais-moi un cadeau de iPhone 4X12. Quand tu lui donnes le cadeau de iPhone 4X12 et puis elle te dit, mais écoute, je ne vais pas t'épouser. À ce moment-là, si un homme qui est victime, tel cas, venez me saisir. La femme va rester. Il y a un cas sérieux. Que je viens de régler une marque X. À condition que cette femme a posé la condition de mariage en disant ceci: si tu m'achètes une marque X, je serai disposé à t'épouser. L'homme a acheté la marque X et après 6 mois, la femme s'est retrouvée avec un autre mec à côté. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? La femme dit, cet homme-là a une grossesse. Il ne lui fait pas. Mais entre-temps, la femme roule à bord d'une marque X. Et l'homme est venu me saisir. J'ai dit à cette femme-là, carrément, de restituer la marque X. Alors, le code de la famille, c'est un code, effectivement, comme est très enthousiasmé, parce que c'est un code qui réglemente vos vies comme personne, qui réglemente vos vies, considéré comme appartenant à une famille, à un clan, à une communauté et à une société. On n'a pas de droit. La Constitution dit ceci, que la personne, à l'article 16, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Tous les hommes naissent libres, égaux, en droit et en dignité. Ça, c'est un postulat que nous tenons de Dieu. Ce qui me fait dire, et je l'affirme, sans risque d'être contredit, que la femme n'a pas de prix. La valeur totale de la femme n'est pas à confondre avec le prix de la femme. Est-ce que je peux avoir une femme, excusez-moi, comme matériel didactique? Est-ce qu'une fille peut s'élever? J'aimerais ceci. Je veux qu'on comprenne ceci. C'est une femme. Sa valeur humaine est à distinguer de sa valeur totale. Elle, comme personne, elle a une valeur inestimable. Elle peut entrer dans le commerce. Elle est indisponible. Elle a une valeur immesurée qu'on peut comparer à sa dot. Vous tombez dans la confusion quand, lorsque vous dites ceci, que l'honorable a proposé un texte qui nous met à prix. Loin s'en faut. La femme n'a pas de prix. Et j'aimerais aussi que vous reteniez ceci pour vrai. Que dans les mariages, il n'y a pas que la dot comme élément constitutif du mariage. La dot, c'est une condition de fond. Il y a le consentement. Il y a la capacité. Ne peut se marier qu'une femme en âge nubile. C'est-à-dire une femme qui a atteint l'âge de se marier. Et elle doit préalablement consentir. La dot est une condition de fond qui vient sceller le mariage. Alors faites toujours très attention. La valeur de la femme
n'est pas à comparer à sa valeur totale. La dot, c'est un élément qui permet une liaison matrimoniale entre un homme et une femme. Mais au fond, s'il vous plaît, avant la célébration du mariage, ils doivent consentir. Est-ce que je fais le comprendre? Ils doivent avoir la capacité. Tenez aussi, dans ma proposition de loi, il y a une condition tacite d'exclusion. Parce que toute proposition de loi ou tout texte législatif a toujours une clause sous-entendue d'exclusion. Je vais donner un exemple. La loi électorale, elle dit ceci. Responsable en âge nubile. Monsieur finit ses études. Il veut se marier. Et en face de lui, il a un obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? L'excessivité de la dot. Voyez-vous, cette loi n'est pas faite pour que les receveurs vous malmènent chemin faisant. Un gars qui n'a pas ta trempe, qui te voit couper. Il faut faire cette nuance. J'ai rencontré une dame qui a failli pleurer. Il m'a dit, honorable, toi tu as dit à la télé, le roi n'a pas ta, vous m'appelez c'est la race $100. Je n'ai pas dit ça. J'ai vu une fille qui a dit ceci. Honorable, le roi n'a pas poussé. Vous m'appelez ça $50. Je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas dit ça. J'ai fait la proposition, j'ai fixé le montant à $500. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans les milieux urbains et à $200 dans les milieux ruraux. Tenez, ces $500 n'est qu'une fourchette. C'est-à-dire la dot est symbolique. Elle doit partir de $1 à $500. Jeunes gens, vous m'entendez? Oui. Même avec $30, la coutume dit que la dot est symbolique. Je ne dis pas que la femme, vous avez la femme à 500. Il y a les Kinzonzi. Vous pouvez partir de $500 jusqu'à 200 ou à $150. Mais maintenant, moi quand je parle, parfois, si vous n'êtes pas technicien, je suis difficilement accessible. Mais j'ai fait l'effort de parler un français ordinaire. Et j'ai des douleurs labiales pour vous permettre d'entendre. Si vous pouvez prêter oreille. La fixation de la dot, du montant de la dot, n'est pas une spécificité congolaise. Au Congo-Brazzaville, depuis 1984, la dot est fixée à 50 000 francs CFA. Depuis 1984. Vous ne direz pas que la loi du Congo-Brazzaville est misogyne et que la femme brazzavillaise sont chosifiées. Non. Au Cameroun, l'article 357 terre sanctionne, délègue et facture et toute excessivité de la dot. Vous allez me dire que la loi camerounaise, elle est misogyne. Non. Et que les femmes du Cameroun sont chosifiables. Pas du tout. En Côte d'Ivoire, la dot est supprimée. Au Burkina Faso, la dot est supprimée. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs de ces États, on vous dit ceci, nous voulons donner à la femme sa pleine capacité et sa valeur totale. Parce que nous estimons qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Ils sont tous égaux. Pourquoi soumettre le mariage à un exercice cabreux qui est celui d'imposer à l'homme de payer une caution excessive? Au Burkina Faso, ils ont supprimé. Au Gabon, ils ont fixé la dot. En Ouganda, ici, ils ont commencé les débats depuis il y a longtemps. La Cour suprême ougandaise a même tranché la question. Lorsqu'ils ont appris qu'au Congo, nous avons relancé ces débats, alors qu'au Congo, on est encore hésitant. Mais en Ouganda, ils viennent de fixer.
En Afrique du Sud, le débat est relancé. Au Tchad, le débat est au cœur des enjeux. Il y a un député tchadien qui a déposé une proposition de loi qui porte la fixation. Je crois que vous suivez Africa News. France 24, le débat devient continental. Si bien que même en dehors de notre continent, en Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes avec des vaches. Alors il ne faut pas confondre. Vous avez dit que les hommes indiens sont chosifiés. Il ne faut pas confondre la dot, la valeur totale à la personne humaine. Et puis, est-ce que vous êtes au courant? J'ai été au Brésil. Au Brésil, toutes les femmes brésiliennes que vous connaissez, la valeur totale d'une femme brésilienne ne peut pas dépasser 26 $. Vous savez ça? Depuis le dollar belge que vous connaissez là, toutes ces femmes brésiliennes, leur valeur totale ne peut dépasser 26 $. Vous voulez me dire que toutes les femmes brésiliennes sont chosifiées? Non. Maintenant, pour faciliter la tâche, à côté de la fixation, j'ai prévu une clause de convention numéraire. Est-ce qu'on peut répéter ça? Clause de convention numéraire. Clause de convention numéraire. Est-ce qu'on peut répéter ça? Clause de convention numéraire. Clause de convention numéraire. Pourquoi la clause de convention numéraire? Elle vient répondre à vos préoccupations. Parce que le mariage, c'est une question aussi de fierté personnelle et d'estime de soi. On ne peut pas imposer à un homme ou limiter un homme qui veut faire plaisir à sa femme de s'arrêter à 500 $. Vous n'avez jamais lu cette proposition de loi parce que vous ne savez, beaucoup ne savent pas faire l'exégèse. Lisez la proposition de loi, vous comprendrez que nous donnons la possibilité à l'homme d'aller au-delà de 500. Il peut même aller à $1 million, comme un ancien ministre l'a fait avec sa femme. Il y a un homme du Kasaï à qui l'on a demandé 300 $ pour sa femme. Il a regardé son gabarit, son poids financier, il a dit c'est une insulte. Je ne peux pas avoir ma femme à 300 $, j'ajoute un zéro, ça fait 3 000 $. Donc, il a donné l'honneur à sa femme. Il n'est pas interdit à l'homme d'aller au-delà. Mais ce qui est interdit, c'est la belle famille, elle ne peut pas, elle, imposer à l'homme d'aller au-delà des 500 $. Si papa va au-delà de 500 $, dites-lui ceci. Il y a une sanction pénale. La sanction, c'est la restitution in integrum. Ça veut dire quoi? Toute la plus-value que papa aurait indûment perçue, il doit les reverser dans les trésors publics. Si par hasard, il s'est partagé l'argent avec un oncle qui est allé en Gandajika, il doit le faire retourner ici pour vomir l'argent de Dieu. Donc la loi doit avoir une portée générale, impersonnelle et transcendantale. Nous ne pouvons pas conditionner toutes les femmes à la clause de convention numéraire parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances. Toutes les femmes ne fréquentent pas les mêmes milliers. Il y a nos sœurs qui sont à Boum, nos sœurs qui sont à Mikono, qui ne peuvent pas rencontrer des hommes qui peuvent aller au-delà des 500. Pourquoi vous voulez les scléroser dans le célibat? Il faut les libérer. Donc cette loi, c'est une facilité légale que l'on vient offrir aux hommes et aux femmes responsables en âge nubile. Enfin, je vais atterrir en ceci. À côté de ces montants, il y a une liste. Nous n'avons pas supprimé la liste de la couture. La liste existe. Vous êtes très mal informés. Mais maintenant, ce que nous avons fait, nous avons authentifié la liste. Nous avons assaini la liste. Parce qu'ici à Kinshasa, nous avons constaté malheureusement qu'il y a une espèce d'imbrication incestueuse et malencontreuse des coutumes. Tu vas voir une Louba Mouchia Kassanga qui demande comme un Rega. Tu vas chez les Rega demandent comme les Bakongo. Il y en a même qui demandent les transports pour aller chercher la femme en Gandaji. Alors tout ça, lorsque vous interrogez la coutume, ce n'est pas prévu. Et il y en a même qui vont plus loin pour demander des écrans plats. Il y en a qui demandent des congélateurs. Il y en a qui demandent même des abonnements, 10 mois abonnements. Mais oui, il y en a par exemple chez le Lokele, parce que chez le Lokele on demande la pirogue, ils n'ont pas la possibilité d'avoir la pirogue. On exige à l'homme de venir avec une cage. Alors lui-même, le beau-père, il
se promène à pied. Il n'a pas de véhicule. Comment toi qui n'as pas de véhicule, tu viens paupériser ton gendre qui vient à peine de commencer la vie? Après le mariage, il y a la vie. Moi, j'aimerais ceci. Que vous et moi, chantons la télé, que nous comprenions une chose. Que dans le mariage, il y a une mystique qui sous-détermine le mariage et qui la transverse. Cette mystique-là s'appelle l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas mariage, il n'y a pas dot. Beaucoup ont cherché la dot à 10 000, 20 000 dollars, mais elles ont été réduites en esclavage. L'excessivité de la dot aujourd'hui est source de maltraitance. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent plus travailler parce qu'elles sont chosifiées par l'homme. L'homme dit j'ai beaucoup donné pour t'avoir. Il y a des femmes qui ne savent même plus se reposer. Parce que l'homme a beaucoup donné. Le matin, il est là. À midi, il est là. La nuit, il est là. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Alors que tu es une personne humaine. Vous comprenez de quoi je parle, non? Oui. Ne confondons pas la liste d'OTA au montant que nous fixons à côté. Parce que notre loi dit ceci. La dot est composée de la liste des biens et ou de l'argent. Ça veut dire qu'on peut donner la liste seulement. Ça dépend de la coutume. On peut donner l'argent ou on peut donner les deux à la fois. Mais si on donne les deux, votre liste doit être respectée. Mais évitez de mettre des caméras digitales dans la liste. Évitez de demander ce qui n'est pas prévu dans votre coutume. Parce que toute exécution de la liste sera subordonnée à une estampille préalable de l'officier de l'état civil. C'est-à-dire dès que la loi passe, avant tout mariage, vous devez soumettre votre liste à l'officier, accompagné des experts coutumiers. S'il y a des biens qui ne sont pas de votre coutume, ils vont les rayer. S'il y a des placements, ils vont rayer. Papa ne doit demander que comme on demande à la coutume. Il ne doit pas aller au-delà, parce que le mariage, ce n'est pas un marché boursier, le mariage, ce n'est pas un fonds de commerce, fixe là-bas. Moi, je peux demander 150 machettes pour récupérer. Là aussi, c'est proscrit. Vous ne pouvez pas multiplier les biens d'auto. Je pense que j'ai été très exhaustif, difficilement. C'est la conférence la plus compliquée en termes de sonorisation. Je ne sais pas si avec cette sonorisation, on va avoir une belle interaction. Mais beaucoup me poseront peut-être la question, et pour nos fêtes, que fait-on avec des fêtes? Écoutez, la coutume ne dit pas que l'argent de la dot, aucune coutume ne dit ça, doit servir à l'organisation de la fête. Et ma loi dit ceci: pour les activités, les organisations, manifestations festives, aussi bien en famille que devant l'officier d'état civil ou devant les ministres des cultes, toutes ces manifestations relèvent désormais de la faculté des futurs époux. Donc c'est l'homme et la femme qui doivent donner forme à leur mariage. Si l'homme ne veut pas se faire recevoir, c'est son problème. Et je pense pas que ça soit responsable pour un homme d'aller doter une femme sans prendre des dispositions préalables. Alors, les questions de photo-shooting, ça c'est la modernité. Ça sont les questions qui relèvent de l'appréciation des mariés. Vous voulez vous marier dans une boîte de nuit, c'est votre affaire. Vous voulez vous marier dans un bateau, c'est votre affaire. Vous voulez vous marier dans une parcelle bien aménagée, c'est votre affaire. Mais enlevez dans vos têtes que l'argent de la dot doit servir à la préparation de la nourriture de la belle famille. Non. Je l'ai dit en liminaire, ma loi ne s'adresse qu'aux personnes responsables en âge nubile. Celui qui va se marier doit être sûr de ses arrières. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Il faut quelqu'un qui a la capacité d'honorer le mariage. Au cas contraire, il faut le chasser. Mais enfin, pour toute célébration, le montant de la célébration ne peut pas dépasser 50 000 francs congolais dans le milieu urbain et 25 000 francs congolais dans le milieu urbain. Fini ces commerces autour des mariages, ces commerces des officiers de l'état civil qui ont pris l'habitude de vous demander des champagnes, de vous demander la location des chaises, de vous demander beaucoup d'argent. Non, le mariage n'est pas un fonds de commerce. Si l'officier de l'état civil n'est pas disponible, son adjoint va célébrer le mariage. Donc désormais c'est 50 000 francs. Si la proposition de loi venait à passer, je pense que cette proposition de loi vous sera utile. Et je vous propose, parce que vous avez compris, de pouvoir vulgariser cette proposition de loi qui est très intéressante. Je vous remercie. Juriste, je trouve que
Kinshasa. Vous n'êtes pas parti dans les réalités de l'arrière-pays. Aujourd'hui, à Kinshasa, le montant des dots varie d'une personne à une autre. Mais quand vous arrivez dans nos villages, si vous faites un tour au Kassai, vous remarquerez que jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées ou dotées à moins de $100. Donc votre proposition de loi n'a pris en compte que les réalités de Kinshasa. Une deuxième réalité que je trouve discriminatoire dans votre proposition de loi, vous dites que les femmes du milieu urbain seront dotées à tel montant et celles du milieu rural sont dotées à tel autre montant. Sur base de quoi ces deux montants sont différents? Est-ce que les femmes du milieu urbain sont plus femmes que celles qui habitent dans le milieu rural? Est-ce que les femmes du milieu rural n'ont pas le même opportunité en termes de mariage, d'opportunité de travail, tout ce que vous voulez, que celles du milieu urbain? Merci. André Junior Moumaka, je suis étudiant en 3e année de graduat. Alors ma question est adressée à l'honorable Mbaou. Cher honorable, comment imaginez-vous l'applicabilité de votre loi? Est-ce que l'État enverra un agent dans chaque cérémonie de dot pour vérifier le respect du montant versé? Quelle serait la sanction pour le contrevenant? Et ma deuxième question est de savoir, certaines langues affirment que la dot est plus une affaire coutumière que législative. Elle doit être régulée par le pouvoir coutumier et non par le pouvoir politique. Qu'est-ce que vous en pensez? La première, honorable, vous avez parlé de deux questions, d'accord. La première, honorable, vous avez parlé du montant de la dot. Et avec les explications que vous avez données. $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural. Alors, honorable professeur, j'aimerais savoir, l'urbanité ou la ruralité sont déterminées par rapport au lieu de la célébration du mariage ou au lieu de la résidence de la fille, de la fiancée. Voilà, la deuxième question, honorable. C'est Olivier Roland Chimamba. Alors, j'ai une série de questions que j'adresse exactement à l'honorable Mbaou. Alors, monsieur, moi j'ai une petite question de savoir, en fait, je ne voudrais pas verser dans la polémique, mais j'aimerais quand même avoir une précision par rapport à la paternité de votre loi. Parce qu'il y a récemment, nous avons entendu, il y a une personne qui a avancé un argument selon lequel cette loi-là appartiendrait à cette personnalité-là. Je me réserve de citer son nom ici, mais je crois que vous les connaissez parce que vous êtes quand même branché par rapport à l'actualité. Alors, la deuxième question que je suis en train de poser maintenant là est de savoir si votre proposition de loi ne parvient pas à être classée pour son examen et son adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle sera la suite? Une sous-question par rapport à cette même question. En fait, est-ce que le fait que vous soyez membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pourrait influencer en faveur de l'adoption de cette loi? Merci. Jonathan Tshisekedi, journaliste à la chaîne de télévision Chakrak Télévision. En fait, honorable, je vais m'attarder sur nos fiançailles. Vous avez dit que dans votre proposition de loi, le fiançailles doit faire en fait une année, une fois renouvelable. Qu'est-ce que la loi prévoit dans les cas où le deux fiancés, ça veut dire l'homme et la femme, s'aiment, mais sont arrivés au bout de 2 ans et plusieurs les 2 ans prévus par votre proposition de loi. Alors, par rapport aussi aux faiblesses que j'ai pu constater dans votre proposition de loi, on sait voir que c'est une loi, une fois votée à l'Assemblée nationale, qui va susciter beaucoup de conflits. Des conflits déjà entre la famille, la belle famille et l'homme, de la mesure où ils n'arrivent pas à s'accorder sur le montant exigé par la belle famille. Et puis on ne verra jamais le beau-fils traduire la belle famille en justice. Déjà ça susciterait comme ça des conflits. Ça susciterait également des conflits entre la fille et sa propre famille, au cas où la famille tenace la dot sort déjà de $500 et que le mari ne sache pas le nom de l'argent. Et là, il faudrait que l'on se détermine par rapport au dièse à écho et au dièse à quem.
loi Mao commence à quel niveau? Est-ce à la saisine du juge de fiançailles ou encore lorsque la famille de la fiancée reçoit de manière officielle? Non. Alors dans ces cas-là, honorable président, si les fiancés ne passent pas par les juges des fiançailles pour déterminer ou pour déclarer leur fiançailles, quelle est la suite juridique du mariage? Merci. Des colloques, des conférences, toutes les prétentions qui sont développées, pour l'essentiel par les intervenants, sont déjà prises en charge par la loi. Et je me rends bien compte qu'il y a une crise parfois de lecture ou d'exégèse. En matière juridique, tout le monde n'est pas habilité à interpréter une disposition légale. Il y a toute une science de l'interprétation. On peut avoir le courage de le faire, mais il faut faire très attention. Ensuite du courage, il faut en ajouter le background. En droit, il y a plusieurs méthodes d'interprétation. Pourquoi nous ne mettons pas d'accord? Parce qu'il arrive par moment que nous n'ayons pas les mêmes niveaux d'information. Il y a des gens qui s'arrêtent à faire des interprétations exégétiques et casuistiques. Alors qu'à la question, il aurait fallu une interprétation téléologique ou même contextuelle. Il y a des gens qui font des affirmations comme ça sur une proposition d'un professeur. J'entends des questions qui me sont posées. Alors que ils n'ont même pas recherché l'argument à Rubika ou même la ratio legis. C'est comme ça qu'on tombe dans des comparaisons qui ne tiennent pas. C'est vrai que la comparaison n'est pas toujours raison, mais penser sans comparer est impensable. C'est comme ça que vous avez vu votre humble serviteur a fait du droit comparé. C'était pour tempérer les ardeurs. C'était justement pour vous faire voir que la tendance à la fixation est une dynamique continentale. Et s'il y a des conventions qui ont été ratifiées par la RDC, rassurez-vous, ces conventions ont été ratifiées aussi par le Burkina Faso, par la Côte d'Ivoire qui ont supprimé la dot. Et même par le Congo Brazzaville d'en face. C'est très facile. Non, on peut émettre des réserves, pas sur toute la convention. C'est des pays qui ont les réserves sur le régime marital, par exemple, la RDC n'a pas. On doit éclairer les étudiants. On doit les éclairer. J'ai du respect pour madame, pas madame. Je n'ai pas vos préoccupations. Même la question des réserves en droit international, c'est très technique. Si vous voulez qu'on entre dans ce débat des réserves, là, on y entrera. Ici, nous sommes dans l'interprétation. Le Code de la famille a 935 articles. Lorsque vous voulez l'interpréter, il ne faut pas l'interpréter isolément. C'est-à-dire, on n'exprime pas une disposition pour vous le sortir du contexte. Et en ce moment-là, ça devient un prétexte. Il faut toujours, lorsque vous voulez critiquer un texte qui est écrit, il faut l'avoir lu, réélu. Et peut-être un intellectuel sérieux qui veut critiquer, il le ferait par écrit. Parce qu'à ce moment-là, il aura l'avantage de fragiliser chaque argument. Parce qu'on répond, un scientifique sérieux répond sur des propos lorsqu'il y a des propos. Mais lorsqu'il y a un écrit, un scientifique produit et il appuie ses écrits par des prétentions orales ou verbales. Sinon, on se perd en conjecture. La question de l'opportunité, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en disant est-ce que cette proposition était inopportune? Écoutez, c'est une question inconstitutionnelle. Comment vous allez limiter le champ de l'initiative des députés nationaux? Comme
si il existait en droit politique congolais un baromètre d'appréciation d'opportunité des propositions de loi. C'est-à-dire lorsqu'il fait chaud, il faut déposer des propositions de loi qui touchent les institutions. Lorsqu'il fait froid, il faut déposer des propositions de loi qui organisent la famille. Mais quand il fait maussade, on ne dépose rien. Non! Ça, c'est me faire une invitation à l'insécurité juridique. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici. Pourquoi ne pas légiférer sur le chômage? Mais enfin, ça aussi. Chers collègues, excusez-moi, chers amis, chers camarades, je vous invite à lire les articles 122-123 de la Constitution. J'en souffre sérieusement dans les réseaux sociaux. Venez à mes rescousses, parce que les Congolais ne lisent pas. Le domaine de la loi est circonscrit dans les articles 122-123. Il est limité. En fait, il est l'antipode du domaine réglementaire, prévu à l'article 128. Le domaine réglementaire, il est large, il est dense. Il y a des questions que vous me posez qui sont des sens réglementaires. La loi dit ceci, toutes les matières qui ne sont pas prévues dans les articles 122 et 123 ont un caractère strictement réglementaire. Et n'importe quelle question qui peut faire objet d'une légifération ou toute question devant faire objet d'une légifération doit faire préalablement objet d'une inscription dans le champ de la loi qui est la Constitution. La question du chômage n'apparaît pas. Donc un député est techniquement incompétent. On est à 500, on va faire 1, 2 semaines, 3 ans. Nous n'écrirons jamais une loi sur le chômage. Il faut commencer par réviser d'abord votre constitution. Cette question-là est de sens réglementaire et elle relève des politiques publiques de l'État et exécutif. Les gens me posent des questions comme si moi, j'ai supplanté les 54 warriors. Comme si je devenais le Premier ministre. Nous sommes à 500 députés. Il y a un seul du Mwamba qui a fait sa proposition. D'autres, Tchan il a fait. Et ils vont déposer. Et il n'appartient pas à un seul individu de juger de l'opportunité ou pas d'une proposition. C'est subjectif. Parce que pendant que beaucoup de Congolais ovationnent cette proposition de loi, si certains disent non, à cause de cette minorité que vous allez fragiliser la proposition de loi, cette appréciation-là, à mon avis, est subjective et constitutionnelle. Je ne sais pas sur cette question-là si on s'est fait bien comprendre. Alors ne me posez plus de questions. Pourquoi vous êtes venu avec telle loi, pas telle autre? Parce que je sais aussi, j'ai une autre proposition de loi qui va bouger le Congo. Mais après que cette proposition ait bougé le Congo, il y aura toujours des contestataires qui vont dire que cette proposition est inopportune. Alors pourquoi les Congolais nous sommes caractérisés par une forme d'appétence? On veut une chose et son contraire à la fois. Vous avez crié, oh, il y a un problème de dot. Et lorsqu'on légifère sur la dot, vous acclamez. Après une semaine, il y en a qui commencent à changer de position. Il y a mieux que la dot. C'est pareil, n'est-ce pas? Vous nous avez demandé de soutenir Félix Tshisekedi, oui ou non? Oui ou non? Vous avez dit Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoum. Aidez votre frère, Kabila a pris la République en otage. Nous avons refusé 2 ans. Le jour où nous avons décidé d'y aller vers Félix Tshisekedi, vous avez changé d'avis. Vous nous avez traité de corrompus. Et l'union sacrée a cessé d'être sacrée, elle est devenue sucrée. Alors avec les Congolais, moi je dépose ma proposition de loi. Vous comprendrez plus tard la pertinence de cette proposition de loi. Si l'Ouganda a fixé, si au Tchad, ils ont aussi ratifié la convention. Le débat est au cœur des enjeux. Si au Cameroun, on a fixé, si au Congo-Brazzaville, on a fixé, doit-on dire que les Congolais sont misogynes? Parce qu'ils veulent passer une proposition de loi qui, dans 4 articles, touche la question de temps. L'OE s'en fout. Je vais répondre à une autre question. Madame Christelle sur la discrimination. Madame Christelle, je suis très bien placé humblement à vous répondre sur la question de la discrimination étant constitutionnaliste. Votre question est très pertinente. Il faut lire les articles 12, 13 de la Constitution. Les principes de l'égalité de tous devant la loi.
Madame, je vais te dire qu'il y a une inférence derrière ce principe-là. Il ne peut que s'appliquer lorsque les personnes sont placées dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Les principes de l'égalité ne s'appliquent pas indistinctement comme ça. Il ne s'applique que lorsque les personnes en face de la loi sont soumises aux mêmes conditions et au même contexte de temps et de lieu. Madame, est-ce que vous êtes au courant que dans cette loi, dans ce pays, il y a une proposition de loi qui porte sur la protection des personnes vivant avec handicap? Est-ce que vous savez que dans cette proposition de loi, il y a une disposition qui donne plus de temps de parole à un handicapé verbal qu'à un homme qui n'a pas de handicap? C'est aussi une discrimination, non? Ça s'appelle de la discrimination positive, qui est le dérivatif direct du principe que j'ai évoqué ici. Vous ne m'avez pas peut-être suivi. J'ai dit la femme telle que vous voyez, cette femme très brillante, elle a fait des développements très intéressants. Vous voulez me dire que sa valeur totale peut se résumer en une somme d'argent? Madame Maudit, même si je venais avec 20 000 $, ça suffirait pour évaluer sa valeur totale? Pas du tout. J'ai dit par contre, il faut séparer la femme. J'ai même donné des exemples didactiques de sa valeur totale. La valeur humaine et intrinsèque de la femme n'est pas à confondre dans sa valeur totale. Sinon, toutes les femmes brésiliennes qui sont dotées à 26 $ seraient des choses. Non pas la personne de la femme. Ce principe touche la spatialité. Ce principe est fondé sur des critères, les critères économiques et les critères territoriaux. Il y a quelqu'un qui a posé une question intelligente. C'est pareil, une femme peut quitter le village pour ici. Elle ne peut pas, pour elle, on ne peut pas dépasser 500 $. Et à côté, il y a une clause de convention numéraire. Par exemple, pour cette femme, je donnerai 50 000 $. Moi, pour Madame Maudit, avec l'intelligence qu'elle a, je donnerai 50 000 $. Ce n'est pas interdit, maman. Maintenant, parce que la loi doit être impersonnelle, générale. Vous voulez me dire que toutes les femmes du milieu rural vivent dans les mêmes conditions que les femmes qui vivent dans le milieu urbain en termes économiques? Tout à l'heure, là, vous avez dit que dans un milieu rural, 20 $ c'est beaucoup. Moi-même, j'en ai vu. Je suis allé dans mon village. Il y a un monsieur qui me demandait de l'argent. Il a insisté 30 minutes. J'avais bien peur, il me disait, donne-moi l'argent, c'est beaucoup d'argent. Je pensais qu'il allait me demander 500 ou 200. Je me disais peut-être, à la limite, je lui donnerais 100. Tu sais, après 30 minutes, monsieur me demande combien? 20 $. Et je lui ai donné comme ça. Au village, une dot peut équivaloir à une chef. Et cette chef peut coûter 15 $, ça s'arrête là. Et je vais répondre à ceux-là qui disent 500 $. Vous n'avez pas compris la loi. La loi ne dit pas que Oyen a 500 $. Pourquoi ça va moi aussi? Non! Non! La loi dit ceci. À côté de ces 500 $ est discutable. Ça veut dire que je peux donner 300 $. C'est un plafond. Le plancher, c'est 1 $. Et en franc comme la monnaie locale. Donc arrêtez d'entretenir des confusions malencontreuses. Il y a une loi, pour répondre à ta question, il y a une loi de 69 qui porte sur les impôts fonciers. Cette loi-là ne vise pas les contribuables, la personne du contribuable, mais vise les rangs et la localité de l'immeuble. Un immeuble comme celui-ci construit à Tchangou, vous ne payez pas l'impôt de la même manière. Les critères, c'est la territorialité, ce n'est pas le titulaire du bien. Oh, allez-y, ça débrouille. Tel que Kinshasa et je vais prendre Mayombe à Madiba. Je suis Muyombe, je vis à Kinshasa et la même Muyombe. Ah, ça va finir, ça va fuir. Ça peut fuir. La même Muyombe que je suis, que je vis à Kinshasa et celle qui vit à Madiba, Mayombe, on n'a pas droit d'utiliser la même coutume puisque la dot c'est une affaire coutumière. Ok. La dot est une question coutumière. D'abord, mais aussi surtout légale.
premier temps, j'aimerais relever ceci. Que le contenu de la dot, les biens qui font partie de la liste dotale, relèvent de l'exclusivité de la coutume. Mais le montant qui accompagne ces biens-là n'est pas l'exclusivité de la coutume. C'est une résultante de la culture. Parce que même à Madimba, en 1890, ils connaissaient les Nzimbu. À Madimba, on ne demandait pas 10 000 $ pour une femme. Parce qu'il y a un problème, il y a des dépassements, il y a des errements. Nous touchons ces segments-là, nous régulons les montants et nous laissons la liste à l'autorité coutumière. Mais ce que nous faisons de la liste, c'est l'encadrement formel de la liste en vue de l'authentifier. C'est-à-dire que ta liste de Madimba doit être conforme aux préoccupations des gens de Madimba. Parce qu'ici à Kinshasa, on ne sait plus qui relève de quelle coutume ou quelle autre coutume. Les Balouba aujourd'hui demandent comme les Bakongo. Les Bakongo demandent comme les Bashi. Ma proposition de loi vient authentifier la coutume. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour dire, est-ce que tu ne sais pas que cette question, elle est totalement de la coutume en droit positif congolais? Là, je dis non. Faux. Faux, pourquoi il faut lire? Les codes civils anciens, les premiers codes civils anciens, livre premier, ne prévoyaient pas la dot comme condition de fond. Plus d'un siècle. Ne prévoyaient pas la dot comme condition de fond de célébration du mariage. C'est en 87 que le législateur a inséré la dot, donc il y a 34 ans. Et là, maintenant, je vais répondre à madame. Madame a parlé de la fixation présidentielle. Ça, c'est une législation déjà dépassée. La législation de 87. En 87, le législateur dit ceci, que, hormis la liste, le montant sera fixé par les présidents du mouvement populaire, pas de la République, comme le président de l'IDPS, du mouvement populaire de la Révolution après concertation avec les assemblées régionales. Dès 87, chers amis, en 2007, il n'y a jamais eu d'ordonnance. C'est ça le débat, non? Pourquoi n'a-t-on pas reproché aux législateurs de 87 d'avoir reconnu cette compétence au règlement? Aujourd'hui, lorsque le législateur lui-même qui avait conféré cette compétence au règlement 87 s'en auto-adjuge, ça devient un problème. Parce qu'en 2007, le législateur est revenu parce qu'il n'y avait jamais eu d'ordonnance. Le législateur est revenu pour redonner cette compétence à la coutume et aux us. Us n'est pas coutume, c'est autre chose, c'est distinct. Et depuis lors, j'ai entendu dire, madame a dit que le problème était résolu. Dites-moi, de vous à moi honnêtement, est-ce que les familles ont cessé de demander le congélateur? Est-ce que des familles ont cessé de sous-facturer la dot? Et même les termes facture. Ceux-là qui commercialisent la femme, ce sont ceux-là qui sollicitent la facture pour une femme. Non! La facture, c'est un langage qui ne peut prospérer que sous la vie du commerce, pas pour une femme. Mais comment vous ne vous attaquez pas à ces gens-là? Vous vous attaquez à un législateur qui veut réguler. Généralement, il faut voir les gens qui contestent, ça soit des mariés ou soit des divorcés. Mais les... Donc ma voix est partie. Ma voix est partie. Mais les femmes qui sont en âge nubile, qui veulent se marier, doivent se complaire à soutenir cette proposition de loi. Je vous rassure qu'elle est bonne. Si pas aujourd'hui, dans 10 ans, lorsqu'on vous demandera des carrés miniers et des jets privés, vous direz certainement qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là. Tout est réglé. Le problème, c'est l'application. Même alors, le problème d'application. Cette question élémentaire, non? Le principe de la séparation des pouvoirs. Je suis législateur. Mon rôle, c'est de contrôler l'exécutif et de proposer les lois. Mais si une loi souffre d'une application, mais il appartient au juge d'en assurer la judiciarisation. Mais si vous-même, vous n'avez pas la capacité de saisir le juge, où est le problème du législateur? Il y a une dernière question à quelqu'un qui m'a posé avant-dernière question. Il m'a dit, est-ce que ne vois-tu pas que ta proposition risque d'engager des conflits? Mais écoutez, qui a déjà lu le code de la famille?
il y a une procédure qui est prévue depuis 1987 que vous ne renaclez jamais. Cette procédure d'imposition de l'obtention unilatérale de la dot, elle est prévue dans la loi. Lorsque vous allez avec la dot dans une belle famille et que pour des motifs inavoués la famille vous repousse, vous avez la compétence de saisir le tribunal de paix. Et la famille sera convoquée et invitée à comparaître devant les juges. Si la famille ne veut obtempérer, les juges feront un jugement. On impose la dot. Si la famille ne veut pas recevoir la dot sera consignée au greffe. Donc la famille va recevoir la dot par la procédure de l'offre et consignation réelle. Ça c'est prévu depuis 1987. Beaucoup croiront que c'est ma proposition. Non! Cette voie de sortie existe et votre code de famille renferme des révélations troublantes. Parce que vous ne l'avez jamais lu. Même sur la question de la coutume, votre code de famille a sabré la coutume comme pas possible. La question de la succession. Dans notre conception africaine, la succession est communocratique et groupable. Parce que l'homme n'appartient pas à lui-même, il appartient à un clan, à une famille. Et dans certaines coutumes, lorsque l'homme meurt, y compris sa femme et ses enfants sont transmissibles pour cause de mort. Mais le code de la famille vient, vous lisez l'article 751 suite, le code de la famille catégorise les successibles. Première, deuxième catégorie, troisième catégorie. Le code de la famille va mettre plus loin, jusqu'à accorder 75% de la part de l'hérédité aux héritiers de la première catégorie. Est-ce pas aussi une violation de la coutume depuis 1987? Le droit des biens, les biens, la terre appartenait au chef coutumier. Mais la loi de 1973 a récupéré toutes les terres à donner à l'État. Donc la loi a toujours une fonction de régulation. Et ceux qui disent ça, ce sont les gens qui n'ont pas la notion de la pyramide kelsenienne. La coutume est une source de droit, mais inférieure à la loi. Entre la coutume et la loi, il y a les principes généraux des droits. Donc la loi peut déroger à la coutume, mais la coutume ne peut pas déroger à la loi. Autant aujourd'hui que la Constitution puisse même débattre dans la loi au nom du principe du constitutionnalisme centrifugé. Aujourd'hui, aucune discipline chez nous en droit ne peut être enseignée sans que ces principes fondateurs n'aient été posés dans la Constitution. Donc demain, on va accuser le constituant au motif qu'il a volé les principes de la légalité et les peines dans la loi. Le droit devient de plus en plus un. Et tous les murs invisibles tendent de plus en plus à se briser et à se détricoter au nom de l'unité épistémologique du droit. Le droit tend vers la rénovation-sublimation. Le droit a évolué. Ceux qui disent qu'on devrait rester dans la coutume, ils sont dans la conception ancienne du droit. Dépassé, ils doivent rentrer à l'école. Il y a traduction. Pour les français, pour m'amener à lever le rousseau dans les gars. Tout la Kikongo, tout la Chilouba, tout la Soye. Dans tout ça, la tournée conférencielle de Congo Mobiba. Dans tout ça, la conférence de la langue, si on a pris l'église catholique, on a la scène Dominique. Si on a papa, maman, ma jeune, il faut comprendre. Surtout clause de convention numéraire. Vous avez pensé que c'est des balibas qui est au-delà. Oui, il va y avoir un motif. Oui, il peut y avoir un salaire que tant au $500, donc 500, on va discuter 500. Nous sommes en train de dire que la tante lobby $500, donc liste de Mupanzi on est limoué. Donc aujourd'hui à 500 défis européens, ça donne c'est très important. Donc authentifier ma liste, propriété, liste avant et à l'exécution, il faut faire une classification avec expert couture. Donc tout vulgariser aux gens raison. Il ne peut pas dire ça en gros, on a d'habitude on doit comprendre en gros. Dans ma commune à Bino, dans les réseaux sociaux, parce que Bino, vous aurez à côté à Bez. Donc on a 2 heures du temps des choses sérieuses, mais si on a toute une question, par exemple, dans la Mboka, exemple, maman a vu qui a vu Sifa, avant de Kingakati. Est-ce que Kingakati est un milieu rural ou urbain? Dans le milieu scientifique et belé, ceux qui ont vu, bon, ceux dans le milieu rural, ils ont des savoirs, Yozo Kati Yango, ou que tu as vu sur Facebook, Daniel Mara, le Sifa, c'est pas sérieux. Puis non, on ne peut pas dire ça, la loi est sérieuse, moi-même je suis sérieux. Est-ce que le professeur de l'université peut blaguer au Parlement? Je ne blague pas. Cette
proposition de loi génie a une condition tacite d'exclusion. Elle ne s'adresse pas indistinctement à tout le monde. Elle s'adresse à une catégorie de personnes. Elle apporte une facilité dans le processus du mariage. Et elle fait la différence entre la femme elle-même qui a une valeur inestimable à la valeur...